de l'ORL et nous allons passer des cancers des voies aérodigestives à un traitement de certaines tumeurs agressives de la base du crâne où nous avons trois cancérologues ORL qui vont prendre la parole les uns après les autres. Et le dernier, c'est un assimilé, Michel Calamarides, qui est neurochirurgien, qui travaille sur la base du crâne avec moi, de présenter son troupeau. Alors, Olivier Lacoureille, qui est un restaurateur Pompidou, va nous présenter son expérience du cancer de l'amidale. Avant de commencer, je voudrais remercier l'ICAC et l'Académie de chirurgie de m'avoir invité. Je vais vous parler donc des cancers de l'amidale. On m'a demandé de faire des diapositives en anglais. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Je vais parler en français. Cette diapositive, c'est pour vous localiser l'amygdale palatine, puisque ce n'est pas l'amygdale palatine, sur cette coupe anatomique où la mandibule a été enlevée, se situe en région latérale. On va bien avoir le pointeur. Voilà, le petit point vert, l'amygdale palatine, c'est ici. Le nom d'amygdale vient du grec et veut dire amande. C'est une zone qui est utile chez l'enfant, mais chez l'adulte, qui ne sert pas à grand-chose, mais par contre qui est fréquemment atteinte par des cancers, aussi fréquents que les cancers du larynx. Quand on regarde le traitement qu'on propose, le traitement conservateur pour les tumeurs classées T1, T2, c'est-à-dire de moins de 4 cm de diamètre, on retrouve cette étude avec un recul suffisant, une méthode actuarielle. Et c'est cette étude que je vous ai résumée ici, donne un taux de contrôle local qui pour les T1 est 88% et pour les T2 78%. Ce qui peut sembler excellent, ce qui est excellent. Contrôle local définitif avec préservation de la mandibule. Il y a quand même quelques problèmes que je vous ai résumés en 3 diapositives. D'abord, ce sont les complications de la radiothérapie au long cours au niveau de la mandibule. Une étude en 83 nord-américaine montrait que selon la classification de l'ORTC, les complications les plus graves de grade 4 survenaient dans 40 à 70% des cas et dépendaient de la localisation. En clair, plus le cancer était près de l'amygdale, plus près de la mandibule, plus les complications arrivaient. Il y a une étude suisse, une équipe de Lausanne, qui plus récemment a retrouvé pratiquement les mêmes chiffres, avec à 5 ans un taux actuariel de 40% d'ostéoradionécrose, qui peut aboutir à l'ablation de la mandibule ou à des séquelles en termes de déglutition très sévères. Donc il y a donc un risque à long terme. Il y a un deuxième problème qui se présente avec ces tumeurs, c'est que ces patients font des deuxièmes localisations, métachrones, et plusieurs articles ont montré que le taux à 5 ans oscille entre 13 et 15%, le taux à 10 ans oscille entre 20 et 30%, pourrait monter comme ça, 30 ans, 40 ans, et monter de 10% à chaque fois. Et ces localisations, un tiers pour le poumon, et 2 tiers au niveau des voies aérodigestives supérieures, et en particulier 50% en ORL et 50% au niveau de l'œsophage. Le troisième problème, c'est une grande modification de l'épidémiologie. Vous avez sans doute entendu parler du virus HPV. Et l'ORL est très impacté par le virus HPV, puisque je vous ai pris cette étude qui faisait le résumé de la situation dans les pays occidentaux. Elle disait qu'il y avait une augmentation très importante de l'incidence des cancers oropharyngés, en particulier de l'amygdale. Vous voyez, avec selon les études, 12 à 63% des cancers induits par l'infestation HPV, et non plus par l'alcool et le tabac, qui étaient les critères classiques. Et surtout, cette induction apparaissant à un âge beaucoup plus précoce. La moyenne dans l'intoxication alcoolo-tabagique pour les cancers de l'amygdale, on va dire, c'est 55 ans. Et là, on se retrouve à 35 ans. On a des cancers qui arrivent 20 ans plus tôt. Alors bien sûr, on peut irradier ces gens-là, mais les complications vont arriver et les deuxièmes cancers vont arriver. Quand on irradie quelqu'un à 60 ans, on peut se dire qu'on va l'amener à 70 ans, qu'on aura les complications et qu'il aura eu son espérance de vie. Là, le rajeunissement de la population atteinte crée un véritable problème de choix thérapeutique. Je vais donc vous parler de ce que l'on fait dans le service depuis quelques années, qui est une association chimiothérapie, chirurgie conservatrice. Donc c'est une analyse rétrospective. L'étude est actuellement sous presse dans la revue de la Société française de l'ORL, les annales européennes. 244 patients, où le point important, c'est que le recul minimum est de 5 ans, et qu'il y a eu simplement 6 patients perdus de vue. C'est une série homogène avec un long suivi. Classiquement, on a 2 tiers, 3 quarts d'hommes pour 1 quart de femmes. On a une médiane d'âge à 58 ans, parce que c'est normal, on n'a pas encore de rajeunissement, puisque notre série a commencé en 78. Il y a une très forte intoxication tabagique, une forte intoxication alcoolique. Sur les malades de 2005-2008, on a pratiquement 1 malade sur 2 qui est HPV+. Et une comorbidité importante, 60% des malades ont une comorbidité significative,
Tout ça pour vous montrer qu'on ne sélectionne pas, pour cette approche thérapeutique, des malades très particuliers. En termes de classification T, on a un équilibre entre les T1 et les T2, donc les T1 inférieurs à 2 cm, les T2 inférieurs à 4. La moitié des malades sont M0. Le stade, en combinant ce T et ce N, conduit à des stades débutants dans 50% des cas et des stades dits avancés dans 50%. Les critères d'exclusion, on a éliminé le cancer d'un épidermoïde, on a éliminé les malades avec un cancer synchrone, on a éliminé les dossiers avec incomplet, 7 malades, et on a éliminé les échecs de radiothérapie rattrapés par chirurgie-chimiothérapie. Alors je vous fais rapidement la technique chirurgicale, c'est assez simple. On ouvre, et c'est ancien, ça a été décrit par un chirurgien qui s'appelle Huet, Pierre-Charles Huet. On se met en position d'amygdalectomie sur la diapositive ici, et puis bas. Donc le maxillaire supérieur, le maxillaire inférieur, vous avez la bête ici. Ensuite, le long de la mandibule, la paroi pharyngée, on va faire une incision et on va aborder l'espace parapharyngé et décoller toute la région amygdaloïde. Si on le met sur un malade, vous avez ici donc le maxillaire supérieur, vous avez l'incision qui est dessinée, la luette qui est au milieu, ici, et la région amygdaloïde qui est là. Une fois qu'on a fait cette incision, on décolle la paroi. On trouve ici le muscle ptérygoïdien, c'est là où il y a l'étoile. La petite flèche, ce sont des vaisseaux qui apparaissent qu'il faut collier. Et la graisse dans le fond de l'incision, c'est la graisse qui recouvre la carotide interne. On continue la dissection, on peut rencontrer deux éléments avec la flèche en noir qui est le nerf glossopharyngien et la grosse flèche en noir qui est le mustyloglosse qu'on peut couper. Et à la fin, on se retrouve avec les petites flèches en noir qui est la paroi pharyngée postérieure, la grande flèche verticale noire qui vous donne le plan prévertébral avec l'aponévrose prévertébrale, l'étoile blanche qui donne le muscle ptérygoïdien interne, c'est-à-dire qui correspond au masséter à la face interne de la mandibule, et l'étoile noire, c'est l'axe carotidien. Et on va laisser cicatriser par cicatrisation dirigée. Il y a une aponévrose qui recouvre la carotide. On n'a jamais eu de rupture de carotide dans cette étude de 280 malades. Les traitements associés, le point vraiment important, c'est que un peu plus d'un malade sur deux, une chimiothérapie, qui a été, on dirait, un classique en ORL, c'est-à-dire c'est une base 6-platine, 5-FU, le nombre de cycles a varié, et le point important d'emblée que je veux vous souligner, c'est que c'est ça, sur ces T1, T2, au niveau du site T, on obtient une réponse clinique complète dans près de 40% des cas. Donc une très très bonne réponse de ces tumeurs à la chimiothérapie. On a une toxicité sévère qui peut mettre en jeu la vie du malade, vous voyez, dans 5,5% des cas. Ces tumeurs sont très lymphophiles, donc 2/3 d'entre elles ont une dissection ganglionnaire, en général les zones 2, 4 ipsilatérales. Et le point important, c'est qu'en fonction des données anatomopathologiques, limite de résection, embol, engaînement, atteinte extracapsulaire, on va peut-être être amené à utiliser une radiothérapie, mais on ne l'aura utilisé que dans 30% des cas. Donc vous voyez d'emblée que cette approche permet de préserver la radiothérapie pour le traitement d'un deuxième cancer métachrome dans 2/3 des cas. Il ne s'agit pas d'opposer cette technique à la radiothérapie. Il s'agit de choisir la technique en premier qui va garder des armes pour le futur. Les données anatomopathologiques, vous voyez qu'on obtient des limites de résection larges, fréquentes. Si on étudie après chimiothérapie, les limites de la tumeur, on voit qu'on obtient une régression histologique complète dans 35% des cas. Donc ça vous montre l'efficacité biologique de la chimiothérapie. Ça va poser des questions. Et avec un retour du cancer épidermoïde en dysplasie dans 10% des cas. Donc on peut dire que presque un malade sur deux dans cette série, après la chimiothérapie, n'avait plus de tumeur. Ce qui quand même, en cancérologie, est une donnée extraordinaire. La mortalité, je vous ai donné les chiffres de survie à T1, T2, et donc on ne change pas la survie. Si vous prenez les chiffres de survie de la radiothérapie, vous retrouvez les mêmes chiffres. Mais, voilà cette courbe, pour vous montrer qu'à 10 ans, on a une diminution linéaire et qu'ensuite la courbe se brise parce qu'on a trop perdu de vue. Mais on change la cause du décès. Ce qui se passe, c'est que les malades meurent d'une deuxième localisation. On permet aux malades de faire un deuxième cancer. Les affections intercurrentes sont la deuxième cause, et là, c'est des maladies cardiovasculaires. Donc on voit donc que si l'on veut améliorer les choses, en termes de survie, il va falloir se pencher sur la partie cardiovasculaire. L'échec local tue très peu de malades, 6 sur plus de 280, et ce qu'on appelle le périopératoire, c'est-à-dire dans le premier mois post-opératoire, 2 malades. En termes de contrôle local, vous voyez que l'on gagne à peu près 7% pour les T2, on est à 85%, et on gagne à peu près 2% pour les T1. Donc on n'augmente pas réellement, de façon extraordinaire, le taux de contrôle local. Les échecs locaux, voici toutes les variables qu'on a pu étudier de façon en analyse monovariée, et on a trouvé 2 valeurs de P significatives qui sont vraiment très logiques.
C'est-à-dire, si vous enlevez tout le cancer avec des limites de résection, vous avez des chances statistiques d'avoir moins d'échecs locaux. Et deuxièmement, si vous avez une régression histologique complète. Mais regardez bien, dans la régression histologique complète, si elle est obtenue, vous tombez à 4% d'échec local. Et à ce moment-là, vous faites un bond en termes de contrôle local qui est absolument extraordinaire. Vous passez, on va dire, de 18% pour les T1, de 12% pour les T1 et 22% pour les T2 à 4%. Donc on pourrait dire, si on voulait m'opposer quelque chose à cette agressivité carcinologique, chimiothérapie et chirurgie, que je surtraite les malades. Mais quand j'obtiens la régression histologique complète, un tiers des cas, je fais faire un bond de 15% des malades en termes de contrôle local, qui est la clé de la survie. Alors, est-ce que ce que je vous présente est nouveau? En termes de chirurgie, non. Vous avez plusieurs articles que je vous ai mis là, un peu partout dans le monde, qui montrent des taux de contrôle locaux tout à fait proches de nous. Alors, les séries sont hétérogènes. Il y a des fois des amygdales avec des masses de langue. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont toutes été prises par voie oropharyngée, que la radiothérapie est réduite en termes d'utilisation post-opératoire, mais qu'aucune de ces séries ne prend de la chimiothérapie. Parce qu'il faut bien comprendre que dans les T1, T2, le message reconnu, recommandé, c'est de ne pas faire de chimiothérapie. Donc là, je vous apporte deux messages. Un message conventionnel, la chirurgie perorale est une alternative à la radiothérapie, et un message provocateur, ne faut-il pas surtraiter. En conclusion, on a une modification de ce que sont les T1, T2 de l'amygdale à l'heure actuelle. Il y a une modification dans l'épidémiologie. Il y a donc une modification dans la population traitée. Et il y a une modification dans le paradigme de traitement qui jusque-là était la radiothérapie. Et maintenant, la chirurgie pérorale, qu'on va appeler oropharyngectomie latérale transorale, amygdalectomie élargie, amygdalectomie extensive, comme vous voulez, devient une clé. La question qui se pose, c'est faut-il utiliser la chimiothérapie systématiquement comme nous l'avons fait pour obtenir ce groupe de malades qui est excellent répondeur, 30%, et chez qui on va encore augmenter les taux de contrôle local, ou bien faut-il l'utiliser pour orienter, parce qu'on peut donner un choix au malade qui est répondeur clinique complet, qui va donc être très radiosensible, de passer en radiothérapie. Donc ça a deux intérêts. Enfin, bien entendu, il faut essayer d'anticiper et se pose la question d'une vaccination HPV pour éradiquer ces cancers avant qu'ils n'apparaissent. Je vous remercie pour votre attention. Bien, on va ouvrir la discussion sur ce sujet. Est-ce que vous avez des questions à poser à Olivier Lacouraille? Quelle est l'influence de l'arrêt du tabac, de l'intoxication chez ces patients? Est-ce qu'il y a la mortalité, parce que j'ai vu que la mortalité est cardiovasculaire, j'imagine que c'est lié au tabac. Donc, est-ce que vous avez pu voir, et combien de patients arrêtent là-bas, et quelle est l'influence de l'arrêt du tabac et de l'alcool? Alors, ils arrêtent tous de façon transitoire, et ensuite, c'est très difficile de savoir parce qu'on a l'impact de la cigarette électronique. Et donc la nicotine dans la cigarette électronique entraîne des complications cardiovasculaires. Nous, le tabac, ça réduit les taux de cancer. Alors ce que l'on voit très clairement, c'est que les malades qui arrêtent le tabac font moins de seconde localisation. Grosso modo, le risque de seconde localisation, c'est 1 à 2% par an. Et quand on a l'arrêt du tabac, on fait pratiquement disparaître les secondes localisations. Passé 5 ans, parce qu'il y a des secondes localisations qui étaient en création au moment où ils arrêtent le tabac, donc il faut un temps de latence. On gagne énormément à l'arrêt du tabac, et je pense qu'il faut essayer d'arrêter le tabac. On a un problème en ORL, c'est qu'on leur conseille de prendre la cigarette électronique, parce qu'on se concentre sur notre spécialité, et on se dit, ah ben oui, ils ne vont plus faire de cancer, la patate chaude passe à quelqu'un d'autre. Mais on ne réfléchit pas, c'est pour ça que je vous ai montré ce chiffre sur les affections intercurrentes, principalement cardiovasculaires, c'est qu'on va déplacer le problème en termes de survie. Donc, pour les cancers, c'est bien de passer à la cigarette électronique, mais pour la survie du malade, mon humble avis, c'est pas bon. Une petite question par rapport à la cicatrisation dirigée que vous avez évoquée. Ça demande à peu près quel délai? Et puis ma deuxième question, plus oncologique, pour cette grande population de répondeurs complets après chimiothérapie. Quel est le risque d'évolutivité en l'absence de chirurgie? Je vous pose cette question parce que c'est tout à fait à la mode, je sais, en ORL, c'est un débat, mais ce débat vient d'être introduit il y a quelques années chez nous à propos des chirurgies un peu délabrantes des cancers du rectum pour les très bons répondeurs, qu'on ne sait d'ailleurs pas forcément très bien reconnaître. Mais je voudrais savoir un petit peu
si vous êtes un peu en avance par rapport à cette réponse et donc on pourrait s'inspirer. Alors la cicatrisation après résection, c'est l'équivalent d'une amydalectomie élargie qui en général fait moins mal qu'une amydalectomie élargie parce que vous sectionnez le glossopharyngien, qui est le nerf qui vous donne la boucle réflexe et l'otalgie et l'odynophagie. Donc ces malades ont moins mal. Ils ont tendance à un peu parler par le nez parce que le voile souvent est mordu et on obtient une alimentation per-os en moyenne à J3 avec une durée d'hospitalisation de 5 jours et on va dire une cicatrisation complètement obtenue à 1 mois post-opératoire. On peut donc les irradier à la 4e semaine, ce qui est aussi un point important s'il y a une radiothérapie nécessaire. Maintenant, pour la chimiothérapie, en ORL, il y a eu plusieurs travaux qui ont parlé de la chimiothérapie exclusive quand on peut obtenir une régression clinique complète. À Descartes, il y a eu aussi des travaux à Houston, il y a 3-4 articles dans la littérature. Ça a été très mal vu par la communauté carcinologique ORL, considéré comme une perte de chance. Ça se faisait sur les cordes vocales, parce que là, quand le malade réévoluait, la dysphonie était un signe qui permettait d'avoir très tôt la révolution. Le problème, là, c'est que si le malade réévolue, il va réévoluer sur votre axe carotidien, et on ne pourra pas faire de chirurgie, on ne pourra pas le rattraper. Donc, pour ces malades répondeurs cliniques complets, on conseille soit de faire la chirurgie, soit de faire la radiothérapie, mais pas de se contenter simplement de la chimiothérapie. Je peux te poser une question d'autologiste. C'est une question très intelligente. Je frémis. Dans les deuxièmes cancers, dont tu parles, tu dis que lorsque la cause est une infection HPV, il y a autant de deuxième localisation que quand c'est l'alcool et le tabac. Et tu nous dis que s'ils arrêtent le tabac, ils ont moins de deuxième localisation. Alors qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que je me base sur l'expérience des années 70-80, c'est ce que j'ai vu, et on ne parlait pas de l'HPV à ce moment-là. Sur l'HPV, il y a toute une discussion qui est, il y a deux orientations. Il y a des gens qui disent que quand on a un HPV, on va faire des cancers successifs. Il y a des équipes qui disent mais non, quand on fait un cancer HPV de la région oropharyngée et qu'on irradie, on ne va pas en faire d'autres. On ne sait pas pourquoi. On ne sait d'ailleurs pas pourquoi on fait une amygdale et pas l'autre. Pourquoi l'HPV va sur l'amygdale droite ou sur l'amygdale gauche, alors qu'il y a du tissu lymphoïde sur les deux amygdales et sur la base de l'angle. Donc, on a simplement mis en évidence une augmentation de l'incidence, mais à l'heure actuelle, on ne sait pas grand-chose au plan épidémiologique sur l'HPV. Et en France, les choses sont compliquées parce qu'on a l'HPV, l'alcool et le tabac. Il y a qu'aux USA qui a l'HPV seul, ou dans les pays nordiques, ils ont simplement des rapports orogénitaux, mais sans boire ni fumer. En France, ce n'est pas vraiment le cas du comportement social. Les trois sont mélangés. Bon, Merci. Voilà.